Damien Lempereur, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et merci à la Manif pour tous d'avoir organisé ce moment de démocratie et de débat. Merci à Ludovine de la Rochère et à tout le staff régional avec qui j'ai eu l'occasion d'être en contact ces dernières semaines. Vous avez de la chance, vous avez une bonne équipe dans nos régions. Alors je vous présente sommairement, mais c'est vous qui allez nous dire qui vous êtes. Vous êtes assez jeune, vous êtes le plus jeune, je crois, des candidats que nous allons recevoir ce soir. Vous avez quel âge? 32 ans. 32 ans. Donc, pour la... Alors, si le fait d'avoir 32 ans mérite des applaudissements, je signale que j'ai 27 ans. Et je dis ça parce que je vous ai connu il y a 3 ans quand j'étais jeune journaliste. Vous étiez directeur de la campagne de Nicolas Dupont-Aignan pour les élections présidentielles. Vous étiez le plus jeune directeur de campagne d'élections présidentielles. Donc j'imagine un bon souvenir pour vous. Je vous dis ça, je vous présente comme ça pour vous poser la première question. Quel est selon vous, donc vous êtes avocat, j'ai oublié de le dire, vous avez été engagé très jeune dans un petit parti qui est porté par Nicolas Dupont-Aignan. Un jeune parti. Jeune parti. Et je vous présente comme ça pour vous poser la question. Qu'est-ce qui a motivé, fondé votre engagement en politique, votre entrée à Debout la France et votre engagement dans ces élections régionales? Alors, ce qui m'a motivé à rejoindre Nicolas Dupont-Aignan, c'est vrai, j'étais stagiaire à l'époque, j'étais étudiant, avant même la présidentielle, c'était au moment des élections européennes en 2009. C'était déjà le constat, passionné de politique que j'étais, et j'avais toujours voté Chirac, RPR, UMP, j'avais compris à cette époque-là qu'il n'y avait plus rien à attendre, selon moi, de l'UMP et du PS, qui avaient largement échoué. Et puis, comme j'étais étudiant en école de commerce, il fallait faire un stage, je n'avais pas envie d'aller dans la banque, dans la finance. Ça rejoint un petit peu l'enjeu de civilisation dont on parlait tout à l'heure. Je m'étais dit pourquoi pas en politique, et puis j'avais trouvé que lui, à l'époque, qui me semblait un peu différent, un député hors des partis qui disait la vérité, et c'est tout simplement son discours de vérité qui m'avait séduit. J'ai travaillé avec lui, j'ai pris des responsabilités dans le parti, et un peu comme la Manif pour tous, Debout la France a grandi, et moi j'ai peut-être un petit peu grandi avec lui. Et vous avez quitté la politique à un moment donné pour revenir dans ces élections, si je ne me trompe pas. Et je me suis concentré au bout d'un moment quand même sur mon travail, parce que parmi les valeurs dont on va parler, je pense que la valeur du travail, les valeurs de méritocratie sont très importantes. Et après avoir été le collaborateur de Nicolas Dupont-Aignan, j'ai tenu à prêter serment comme avocat, ce qui était ma formation, à travailler. J'ai développé ma propre clientèle, donc j'ai appris à payer mon RSI, mon URSSAF, comme beaucoup d'indépendants parmi vous. Et donc effectivement, pendant quelques années, je me suis concentré sur mon activité professionnelle plus que sur la politique, avant de revenir comme candidat pour cette première élection, au moment des régionales qui sont lourdes de sens pour Debout la France, mais on va en parler grâce à la Manif pour tous. Et donc pour résumer cet engagement politique, c'est dans quel but? C'est pourquoi? Parce que vous auriez pu faire comme beaucoup dans le privé, et vous avez décidé de vous engager en politique dans un parti qui a plus de mal à exister que les autres. Pourquoi? Parce que je pense que Debout la France, alors je suis mal placé pour le dire, mais est vraiment l'alternative qui va réussir. C'est-à-dire entre ce monde politique qui a quand même échoué, et on parlait tout à l'heure, j'entendais Madame de la Rochère sur l'abstention, quand vous voyez que les élections législatives partielles dans l'Aveyron, c'était il y a un mois, 75% d'abstention, plus les gens qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales, 8,5% de vote blanc aux dernières élections départementales. Il y a une rupture totale entre les citoyens et ceux qui sont censés les représenter. Et moi, mon engagement dans un parti, et qui n'est pas la PME familiale du Front National, qui, selon moi, malgré l'espoir qu'elle incarne pour beaucoup de citoyens, ne peut pas réussir à prendre le pouvoir seul, je trouvais que Debout la France était l'alternative qui pouvait, sans être dans le système, incarner un espoir pour de nombreux citoyens. Et ces élections régionales, ça a été l'occasion pour nous de le dire, de faire campagne. La grande région, c'est 13 départements, et de mettre nos idées au service de l'intérêt général devant les citoyens. Et ça rejoint les valeurs, la question des valeurs de la Manif pour tous. Alors justement, vous parlez de la région, vous êtes candidat donc à ces élections régionales, on vous entend d'habitude beaucoup, on entend beaucoup votre parti sur les questions nationales et notamment sur l'Europe. Aujourd'hui, on a posé la question pareil à tous les candidats dans toutes les régions. Quel est votre projet pour cette région et quelles seront vos priorités si vous êtes élu le 13 décembre prochain, président de cette grande région, ces 13 départements? Je vais te répondre, Geoffroy, je vais quand même dire un mot sur la notion de valeur, puisque on m'avait demandé de préparer quelque chose. Sur l'intérêt général, il y a quand même la notion de valeur. Je parlais de travail, de méritocratie, de famille, bien sûr, on va en parler, mais aussi deux valeurs qui nous distinguent, je pense, à Debout la France.
des autres partis. Une part, la valeur de courage. La valeur de courage. Et c'est aussi pour ça que je suis dans ce parti plus jeune. Parce que j'entends beaucoup de mes concurrents, et je vois des chaises vides devant, me parler toute la journée de démarches citoyennes, de débats démocratiques. Je fais une liste citoyenne pour la vitalité démocratique, et je ne vois pas M. Sorel, je ne vois pas M. Onesta. Je ne comprends pas. Il avait face à lui aujourd'hui une assemblée citoyenne, un mouvement vraiment populaire, qui vient de la société civile, et ils ne sont pas là. Et je pense que c'est par la preuve de ce genre d'exemple qu'on comprend que derrière les discours, souvent la réalité est différente. Madame Delga, où est Madame Delga? Le Parti socialiste dirige cette région Midi-Pyrénées depuis plus de 18 ans, 12 ans en Languedoc-Roussillon. Pour ceux qui viennent de Languedoc-Roussillon, où sont-ils? Et puis, dans les valeurs, il y a aussi la cohérence et l'honnêteté intellectuelle. Et je pense qu'à Debout la France, on essaye d'être cohérent et honnête intellectuellement. Et peut-être que ça me distingue aussi, ça nous distingue peut-être de certains candidats qui ont tendance un peu à changer d'avis selon les élections. Tu me demandais, on se tutoie parce que tu as rappelé que tu avais 27 ans. Ça a l'occasion de rappeler dans cette élection que peut-être certains candidats, et je ne veux pas le nommer en particulier parce qu'il va se présenter face à vous après, mais sur des thèmes comme la GPA, la PMA, je pense qu'on ne peut pas aussi facilement changer d'avis selon les élections. Et en plus, le candidat en question a pris des positions en faveur de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Il a expliqué qu'il fallait faire entrer 1 500 000 immigrés tous les ans dans l'Union européenne en raison du déficit démographique. Donc, il s'en expliquera face à vous. Mais en tout cas, pour moi, le courage et la cohérence politique, c'est vraiment ça ma différence, et c'est pour ça que je suis à Debout la France. Pour la région, et je réponds à ta question, pour la région, et je fais simple, parce que le projet régional qu'on a développé, vous l'imaginez, on pourrait en parler pendant des heures. 3 axes, cohérents, j'espère, avec ce que je viens de dire. Tout d'abord, dans ces élections régionales, Debout la France, on a la volonté de nettoyer la politique, c'est-à-dire de faire le ménage au conseil régional. J'ai expliqué qu'on avait perdu la confiance dans la classe politique. Je parlais de Mme Delga, 18 ans, le Parti socialiste à la tête de cette région, avec les résultats qu'on connaît. Nous, on propose des solutions très simples pour essayer de renouveler cette vie politique. Déjà, on présente que des candidats qui sont issus de la société civile. Je n'ai pas un seul professionnel de la politique sur mes listes. Ensuite, je propose que les élus au conseil régional ne soient indemnisés que s'ils travaillent en fonction de leur travail et de leur temps de présence. Ça paraît évident, mais un élu qui ne travaille pas ne devrait pas être indemnisé. Nous le proposons, nous le ferons quand nous aurons un groupe au conseil régional. Et puis enfin, un autre exemple parmi tant d'autres, mais je demande à ce que tous les élus au conseil régional soient capables de présenter un casier judiciaire vierge de faits de corruption, ce qui me semble être le minimum. Et ce qui n'est malheureusement pas le cas, et sur les listes de certains de mes concurrents, malheureusement, certaines personnes déjà condamnées sont candidates et seront peut-être déjà élues. L'emploi, l'emploi, l'emploi. C'est bien sûr la compétence régionale, l'économie, avec la réforme de la loi NOTRe. Vous savez que maintenant les régions vont gérer notamment les fonds européens à hauteur de plusieurs centaines de millions d'euros. Vous savez, les fonds européens, ce sont cet argent, nos impôts en fait, qu'on envoie à Bruxelles, et on en récupère une partie tous les ans. Hein. On perd 7 milliards au passage chaque année. Mais bon, on récupère quand même une partie de ces sommes, et ce sont les régions qui vont les gérer. Et donc, il est évident que la région devra être fer de lance pour relocaliser les emplois. Donc, on aura tout un programme en faveur des circuits courts, du local, pour ne garder que 2 exemples, parce que je sais que le temps imparti est limité. Ça va, vous inquiétez pas. 2 exemples pour nous distinguer des autres. On propose que les cantines qui sont gérées par les lycées ne s'approvisionnent qu'auprès des agriculteurs et des producteurs locaux. C'est quelque chose qui aurait pu être fait déjà, et on est un peu dans le thème de la famille déjà, puisqu'on parle des lycées. C'est quelque chose qui n'a pas été fait, et on le fera. Et puis, encore un peu plus subversif peut-être, on propose que les marchés publics, les concours à l'innovation, les appels d'offres de la région, et donc encore une fois, on parle de montants qui sont très importants, soient réservés en priorité aux entreprises locales, nationales, et je suis pour une région 100% sans travailleurs étrangers détachés. Ça veut dire qu'avec nous, dans les appels d'offres, dans les marchés publics, il y aura une clause de mieux-disant. Juridiquement, on peut trouver plusieurs solutions pour faire en sorte que les marchés publics n'aillent pas à des entreprises, souvent étrangères, allemandes par exemple, qui utilisent des travailleurs étrangers détachés. Ça veut dire quoi? Vous savez, c'est au moment où les artisans, les commerçants, les professions indépendantes sont écrasés par les charges, par l'impôt, les classes moyennes
On est en train dans ce pays de matraquer fiscalement les classes moyennes. C'est un scandale. Au moment où on est écrasé par les charges et les impôts, on va donner la priorité aux entreprises qui vont utiliser des pauvres travailleurs étrangers qu'elles vont faire venir de Pologne, Roumanie, ou chez nous, moi j'ai vu beaucoup de chantiers avec des Espagnols, travailleurs détachés espagnols, portugais, et on va leur dire, si vous venez mettre en concurrence et en esclavage d'une certaine manière ces pauvres travailleurs déracinés, alors vous aurez le bénéfice de ne pas payer les charges et les cotisations sociales en France. C'est délirant, mais c'est la loi. Et aujourd'hui, si vous faites venir ces pauvres travailleurs, alors vous ne payez pas les charges et les cotisations sociales et vous connaissez le taux de charge en France. Donc nous, on veut totalement inverser le mécanisme. J'expliquais que j'étais indépendant et que pendant que je fais campagne, eh ben, ma priorité, malgré tout, ça reste d'arriver à payer mon URSSAF et mon RSI, parce que je ne suis pas un professionnel de la politique. Et ben, nous, on veut, et je sais que je ne suis pas le seul, et vous êtes sûrement nombreux dans la salle, y compris d'ailleurs parmi tous ceux qui me soutiennent et qui sont mes colistiers. Et on veut totalement inverser la logique au niveau de la volonté politique du Conseil régional, et on le fera. Un autre exemple, le Conseil régional ne s'est absolument pas opposé à la cession de l'aéroport de Blagnac à nos concurrents chinois. C'est-à-dire qu'on a quand même un bijou technologique, on a les pistes d'aéroport d'Airbus où volent tous les prototypes de ce qui fait notre fierté ici dans la ville, mais dans toute la région. Et à Tarbes, je suis bien placé pour le savoir avec le site de Daher Sokata. Et dans toute la région, Montauban, Rodez, et on va le céder à nos concurrents. Ce n'est pas la question qu'il soit chinois d'ailleurs, c'est la question qu'on va le céder à quelqu'un qui est concurrent, et en plus on ne va même pas le dire, puisque le pacte d'actionnaires était secret, et c'est Mediapart qui a révélé qu'en fait la cession, ce n'était pas 49%, mais c'était 51%. Donc la région, voilà. Donc si tu veux, on va mettre en œuvre un vrai patriotisme économique régional, et on va le décliner dans de très nombreuses propositions, avec une précision, une volonté aussi d'assainir les finances. J'ai été reçu tout à l'heure par les mouvements associatifs plutôt de gauche. D'ailleurs, ça me fait marrer parce qu'eux, ils ne viennent pas quand ils ont un public soi-disant de droite, mais nous, on y va devant un public de gauche. Et je leur ai dit que j'avais sorti la liste des subventions. Mais rassurez-vous, ce sont eux qui vont vous faire les leçons de tolérance. J'ai sorti la liste des subventions du Conseil régional de Midi-Pyrénées. On va en parler tout à l'heure. Aux associations, donc on le garde pour tout à l'heure. Pas trop. Ce soir, si vous rentrez chez vous, n'y allez pas sur Internet parce que vous n'allez pas dormir. Alors, justement, parlons de la famille. Quelle est, dans ton engagement, la conception de la famille que tu comptes défendre? On va regrouper les deux questions, puisque comme tu es volubile, et c'est le rôle d'un avocat et d'un homme politique, tu fais des longues réponses, donc on va regrouper deux questions. Le rôle de la famille, le modèle familial que tu comptes défendre, et selon toi, aujourd'hui, en tant que candidat aux élections régionales, les difficultés qu'elle rencontre et que tu pourrais résoudre en tant que président de région. Effectivement, vaste question. Nous, à Debout la France, on a toujours été pour une politique familiale volontariste et qu'on pourrait qualifier de nataliste. Et on a toujours assumé ce terme. Pour nous, la famille, c'est vraiment la matrice de la société. La famille, c'est le lien entre la société et l'individu, en réalité. C'est le lieu de transmission. Et dans un pays, Philippe de Villiers parle des murs porteurs de notre société. J'en profite pour rendre hommage à Philippe de Villiers. Et donc, il est évident que ce lieu de transmission qu'est la famille, il faut le protéger, et ça passe, selon nous, par une politique familiale volontariste, nataliste, à la différence de ce qu'on peut connaître par exemple en Allemagne, avec une société très âgée, vieillissante, et qui a notamment fait le choix de l'immigration pour renouveler ses générations. Nous, on a la chance en France, on avait la chance, puisque là, on est sous les coups de butoir, et je rejoins ta deuxième question, on est sous les coups de butoir de ce gouvernement socialiste. On avait la chance d'avoir une politique nataliste qui fonctionnait bien, qui était notre fierté. Et à Debout la France, avec Nicolas Dupont-Aignan, comme gaulliste, ça a particulièrement du sens de se référer à cette politique nataliste, hein, quand on voit les succès qu'ont eu cette politique, y compris d'ailleurs d'un point de vue culturel et social. Et puis, je pense qu'en période aussi troublée que celle que nous connaissons actuellement, comme ça a été brièvement rappelé tout à l'heure, je pense qu'effectivement, dans cet enjeu de civilisation, il est évident que la famille est plus que jamais le pilier qu'il faut défendre. Et d'ailleurs, en parlant, j'ai en mémoire les images, alors vous allez dire que c'est facile de le dire ici, mais
on l'avait dit à l'époque. J'ai en mémoire les images des manifestations Manif pour tous de fin 2012 et celles de début 2013, si je ne dis pas de bêtises, avec les poussettes et les gaz lacrymogènes de Manuel Valls et les déploiements de force qui avaient été mis en œuvre par des pauvres policiers d'ailleurs qui ne voulaient pas mais qui étaient forcés de le faire, y compris d'ailleurs en matière de renseignement. Je me demande si l'ensemble des renseignements qui ont été mis en œuvre, l'ensemble des efforts de police, l'ensemble de l'attention qui a été portée par Manuel Valls à l'époque contre la Manif pour tous, contre ceux qui portaient ce combat contre vous, était également mis en œuvre contre certaines personnes fichées S, contre certains criminels récidivistes qui malheureusement ont récidivé. Et je trouve que malheureusement, et ce n'est pas parce qu'on est dans l'Union nationale qu'il ne faut pas dire les choses telles qu'elles sont, je pense que la façon dont s'est comporté Manuel Valls à l'époque ne l'exonère absolument pas de ses responsabilités. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pour prendre un autre sujet, je parlais de la politique de l'Allemagne et de sa volonté de faire venir des migrants pour justement pallier à leur pauvre natalité. Je ne sais pas si vous avez remarqué, comme depuis la tragédie que nous vivons, tout ce qu'on ne pouvait pas dire avant est devenu tout à fait normal. C'est-à-dire que quand on expliquait qu'un terroriste pouvait se cacher parmi les migrants, on était immédiatement qualifié quasiment de facho. Quand on expliquait que ce n'était pas normal que quelqu'un qui soit condamné 8 fois ne fasse pas une seule journée de prison, on était qualifié de je ne sais pas quoi. Et maintenant, on est dans l'état d'urgence, on fait 600 perquisitions en 2 jours. Alors j'espère qu'en ce qui concerne les valeurs de la famille, et je sais que vous avez tous été très critiqués, caricaturés, y compris donc par le pouvoir, j'espère qu'un jour, tout ce qui a pu paraître aussi subversif dans votre bouche et dans la nôtre semblera aussi évident, et j'espère qu'il ne faudra pas attendre 130 morts pour que l'évidence que vous portez paraisse évidente à tout le monde. Voilà. Et quand je te parlais de la politique anti-famille de M. Valls, mais on peut citer quand même Mme Najat Vallaud-Belkacem, Mme Taubira, Fleur Pellerin, tous ces gens qui... Toutes ces personnalités politiques qui semblent détester la famille, il faut quand même réaliser ce qu'on a vécu, quotient familial à 2 reprises, les primes de naissance rabotées, la mise sous condition des allocations familiales, la réforme du congé parental qui est une aberration, le temps partiel qui très indirectement est aussi une attaque à la famille. On n'a jamais vécu une telle attaque en règle des valeurs familiales. Et donc ça, c'est les dangers. Et tu m'as demandé ce qu'on pourrait faire aussi au Conseil régional, ou c'est la question prochaine? On va faire comme François Hollande, on va faire du mois président. Toi, président de région, qu'est-ce que tu mets en place demain pour résoudre ces problèmes-là? Et accessoirement, je vais te lancer sur une piste concrète. La question du pass région-famille, pour favoriser la vie des familles, notamment dans tout ce qui est transport, loisirs, culture, etc. Qu'en penses-tu? Alors sur le pass, je pense que c'est une bonne idée. En Midi-Pyrénées, il existe déjà le pass jeune. Ce que je remarque, c'est que très souvent, les passes et les cartes sont soumises à des conditions de ressources, justement. C'est-à-dire toujours pareil. Et les familles moyennes qui travaillent, qui ont plusieurs enfants, qui sont juste à la limite, se retrouvent écrasées par l'impôt et n'ont jamais les avantages. Donc oui à une carte, famille, sans conditions de ressources, pour tout le monde, une forme de... Il me semble que ça existait il y a 10-15 ans, une forme de carte famille nombreuse. C'est une très bonne idée et ça serait surtout un très bon message politique aussi à envoyer. Quelques axes très précis de ce qu'on pourrait faire au Conseil régional. On a vu que l'État était défaillant. On a vu même pire, on a vu que l'État était offensif. On a vu qu'il nous attaquait, qu'il attaquait nos familles. Donc la région doit se défendre et nous, à Debout la France, on aura un groupe au Conseil régional, grâce à vous, on aura un groupe pour faire passer ces idées. Il y a 3 axes. Je pense. Les crèches. La région peut agir sur les crèches. Vous savez qu'il manque peut-être 350 000 ou 400 000 places de crèches, c'est catastrophique. Donc la région, et je parlais des fonds et des budgets qui sont alloués, pourra venir aider au développement de crèches sur différents endroits. On peut imaginer aussi certaines crèches privées, des initiatives privées qui seraient encouragées. Et puis dans les gares, puisque la région a la compétence des transports. Je pense également à l'apprentissage pour les familles. Je la fais très courte, mais... Je ne sais pas si vous savez, mais dans notre région, il y a de moins en moins d'apprentis. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus besoin d'apprentis, on a compris qu'il y avait des problèmes d'orientation, on a même des secteurs entiers où il y a des offres d'emploi et où il n'y a pas l'offre en face. Et cette région,
qui a déjà aujourd'hui la charge de l'apprentissage, n'a pas été capable de le mettre en œuvre puisqu'il y a de moins en moins d'apprentis. Donc là, on propose tout un système pour simplifier l'apprentissage, parce que c'est très compliqué pour un chef d'entreprise de prendre un apprenti. En tant qu'avocat en droit du travail, je peux vous dire que c'est aussi difficile de faire le contrat de travail d'un apprenti que d'un cadre supérieur, voire même plus. Donc la région devra prendre en charge les formalités administratives pour les apprentis. Il faudra revaloriser l'apprentissage. Et je pense à un dernier point sur le transport. Il y a toute une politique en faveur des transports. Le handicap. Je pense que les candidats, et de manière générale les politiques, oublient trop souvent le handicap, et notamment les enfants handicapés. Et je pense notamment aux familles qui ont la chance, alors c'est un fardeau, et c'est souvent présenté même, c'est souvent stigmatisé, le fait d'avoir un enfant handicapé, c'est aussi une chance. Et je pense que la région peut, par les transports, et notamment en adaptant certains types de transports, vraiment venir en aide aux familles qui ont un enfant handicapé. Je parlais des cantines, il faudra aussi s'occuper de l'alimentation des cantines, mais j'en ai déjà dit deux mots. On peut peut-être rajouter qu'il n'est pas question que les cantines soient halal dans notre région. Parce que je peux vous garantir qu'avec le Parti socialiste, vous n'êtes pas à l'abri du tout, alors qu'il existe des alternatives très simples, végétariennes ou autres. Voilà quelques exemples, et quand même un message d'espoir, c'est que la région peut faire des choses. C'est déjà pas mal. En deux mots, la question de la création d'une commission spéciale dédiée à la famille au sein du Conseil régional. Oui, alors les commissions, vous savez, c'est ce qu'on utilise pour enterrer les dossiers, donc j'ai pas envie de dire oui, on va faire une commission. Nous, ce qu'on propose, c'est d'organiser des grandes assises de la famille. Le Conseil régional organise beaucoup d'événements. On trouve que ça a du sens, surtout dans le contexte que l'on vit, voilà, d'organiser ce grand moment de rassemblement qui serait une forme d'assise de la famille, qui permettrait de faire venir des gens et de travailler tous ensemble. Alors, vous avez tout à l'heure commencé à parler des subventions. La question revient maintenant puisque c'est le moment d'en parler. Déjà, dans un premier temps, est-ce que vous avez un état des lieux un peu de comment les subventions sont accordées? Et puis vous, en tant que président de région, quels seraient vos critères pour attribuer ces subventions? Qu'est-ce que vous stopperiez? Est-ce que vous pourriez vous engager à publier la liste des associations qui sont subventionnées par le Conseil régional? Oui, et parce qu'on le fait, Nicolas Dupont-Aignan le fait, il est très transparent, donc là aussi c'est une petite recommandation, derrière les discours, essayez d'aller voir qui fait quoi. Donc oui, alors j'ai regardé au niveau du Conseil régional de Midi-Pyrénées, j'ai trouvé des subventions à la CGT de Montreuil, à hauteur de plusieurs dizaines de milliers d'euros, à l'UNEF de Paris, donc les impôts des Midi-Pyrénéens financent des associations politiques en dehors de la région. Bon, il y a plein d'exemples. Moi je crois que le critère essentiel, c'est le service de l'intérêt général, l'efficacité de la subvention. Et il est hors de question pour nous, notamment, de financer des associations qui poursuivraient un intérêt particulier, un intérêt idéologique ou un intérêt communautaire. Il faut être très clair. Nous ne subventionnerons pas des associations communautaires ou communautaristes. C'est très clair. Et d'ailleurs, bon, je me suis tourné, j'ai vu le drapeau de l'Union européenne. Je tiens à signaler que ce n'est pas un drapeau européen, c'est le drapeau de l'Union européenne, parce que je me sens moi très très européen pour plein de raisons que je vous passerai en détail, mais je pense que justement le combat des patriotes, et tu as écrit un livre, si je ne dis pas de bêtises, hein, qui se vend pas trop mal d'ailleurs, récemment, le combat des patriotes pour une Europe, c'est vraiment pas un combat contre l'Europe. C'est vraiment un combat pour sauver justement ce qu'est l'idée européenne. Et je réagis sur le drapeau parce que l'Union européenne finance à hauteur de plusieurs millions d'euros quand même chaque année les groupes LGBT. Et en travaillant le sujet et en découvrant que nos impôts, parce qu'encore une fois l'argent de l'Union européenne c'est le nôtre, donc on finance des groupes LGBT, j'ai découvert qu'un quart des députés européens étaient membres du groupe d'amitié LGBT. Donc un quart de vos députés européens sont membres du groupe LGBT au Parlement européen. Voilà. Donc les subventions, pas au groupe communautariste, très clairement. Damien Lempereur, c'est le moment maintenant de terminer cet entretien, mais je vais vous laisser comme ce sera le cas, je vais te laisser pardon comme ce sera le cas pour tous les autres candidats, un mot de la fin pour conclure, pour adresser ton message aux familles ce soir. Il faut que je me lève alors. Tu fais ce que tu veux. Alors, le mot de la fin aux familles. Peut-être d'abord le mot de la fin aux citoyens que vous êtes, puisque le citoyen, c'est par définition celui qui vote. Et je suis quand même candidat devant vous pour une élection électorale. Le seul message que j'ai envie de vous faire passer par rapport à ces élections, c'est d'aller regarder derrière les discours qui fait quoi, et c'est de rappeler quelque chose de très simple. Je parlais de l'abstention et du fossé dramatique.
L'espoir qu'on a dans cette élection régionale, c'est que c'est une élection proportionnelle. Ça veut dire que c'est encore un peu une élection démocratique. Ça veut dire qu'en votant pour des partis alternatifs, par exemple Debout la France, mais pas seulement, je ne prétends pas avoir la vérité incarnée, vous pouvez avoir des élus qui vont vous représenter. Et le premier tour, parce que je sais très bien que parmi vous, il y en a qui, même si je suis présent au deuxième tour avec Debout la France, préféreront voter soit dans une sorte de vote pseudo-utile, ou soit par amitié pour un autre candidat, ou parce que je sais que certains d'entre vous sont impliqués de façon tout à fait sincère dans des partis politiques différents. Mais au premier tour, vous avez une occasion inespérée de faire passer un message. Vous pouvez faire passer le message, y compris à vos états-majors politiques, que vous n'êtes pas d'accord. Que vous n'êtes pas d'accord avec le double discours, que vous n'êtes pas d'accord avec les candidats qui changent d'avis comme de veste, que vous n'êtes pas d'accord avec les candidats qui trahissent vos valeurs et qui, ne vous trompez pas, de toute façon, n'abrogeront pas la loi Taubira. Parce que nous, à Debout la France, nous sommes pour une réécriture intégrale de la loi Taubira, pour verrouiller la GPA, la PMA. On veut inscrire dans la Constitution l'interdiction de la marchandisation du corps humain et une réécriture de la loi Taubira. Moi, je suis juriste, c'est une abrogation. Donc il faudra abroger la loi Taubira. Et donc envoyer ce message. Vraiment, le premier tour, c'est vraiment l'occasion d'envoyer ce message. Et puis aux familles, alors tu précisais que j'avais 32 ans, et je vais conclure là-dessus. Je ne me sens pas peut-être en mesure de donner des leçons aux familles que vous êtes, mais j'ai envie de vous demander quelque chose. Continuez, je vous en prie, continuez à donner l'exemple. Ne baissez pas la tête, continuez à assumer vos valeurs. Ce n'est pas sur un plateau à Canal+, ce n'est pas les bobos parisiens qui doivent faire ce que sont nos valeurs. Continuez pour les jeunes, et surtout les plus jeunes que moi. Continuez, moi je suis à la première étape de la fondation de ma famille, et j'ai peut-être trouvé la maman, donc c'est déjà une... Continuez vraiment votre combat sur le terrain. Vous imaginez pas à quel point, pour des gamins, pour des jeunes, pour des gens qui sont investis en politique, c'est important. Et vous n'imaginez pas peut-être le pouvoir de pression que vous avez sur les hommes politiques. Donc continuez. Laurent Casbas, mon secrétaire départemental de Debout la France, et papa, 4 enfants, et vous savez, nous, on a un petit peu moins de moyens que les autres partis, donc je suis souvent hébergé chez les militants, et quand j'étais chez Laurent, je me suis retrouvé dans une famille nombreuse, le matin au petit déjeuner, 4 gamins, ça court partout, vous imaginez pas la joie que c'était pour moi de me trouver dans cette ambiance, donc je vous en supplie, continuez votre combat, c'est l'avenir de la France, il est chez vous, il est chez nous, et je pense que tous ensemble, on va réussir, y compris grâce à vous, à changer des choses dans ce pays. Il reste beaucoup d'espoir, et moi je suis très optimiste. Merci beaucoup. Merci Damien Lempereur.